Des rumeurs effrayantes circulent selon lesquelles la tombe du roi du rock and roll aurait été découverte près de 50 ans après sa mort. Pour quelle raison la tombe d'Elvis Presley serait-elle ouverte? Et que veulent trouver les détectives? Quel mystère entoure la dernière demeure de l'un des artistes les plus célèbres de l'histoire contemporaine? Deuxième de deux jumeaux, Elvis Aaron Presley est né à Tupelo dans le Mississippi le 8 janvier 1935. En raison de la morti-naissance de son frère Jesse, il a été élevé comme enfant unique. En raison du travail acharné de ses parents et des difficultés financières, les premières années d'Elvis ont été caractérisées par la simplicité et la modestie. Malgré les difficultés, sa famille elle était très pieuse et sa mère veillait à ce que son enfance soit remplie d'amour et de musique. La première exposition musicale d'Elvis est en fait venue de l'église, même si beaucoup de gens l'ignorent. Il sera profondément marqué par la musique gospel entraînante qu'il entendra à l'église, ce qui contribuera à façonner son style musical distinctif qui finira par faire vibrer le monde. Lorsqu'Elvis remportait un concours de talent à l'âge de 10 ans en chantant Old Shape, sa voix devenait très rapidement connue. Afin d'offrir de plus grandes possibilités à leur famille, les Presley ont déménagé à Memphis, où Elvis développera son propre style. Après s'être immergé dans la variété des sons de Beale Street, qui est le centre de l'industrie musicale dynamique de Memphis, il a rapidement décidé de se mettre à la guitare. Son parcours vers la gloire a commencé lorsque sa mère a décidé de lui acheter sa première guitare pour son 11e anniversaire. LC était son école. Au lycée Hume, il était un peu reclus. Il se démarquait de ses amis grâce à ses cheveux bien coiffés et son sens du style distinctif, composé de pantalons noirs et de chemises roses. Malgré le fait qu'il était souvent taquiné parce qu'il était un fils à maman et parce qu'il avait une grande variété de goûts musicaux, il est resté imperturbable et a continué à s'améliorer en participant à des concours de talent et en apprenant tout ce qu'il pouvait sur la musique. Il a commencé à montrer son talent au lycée. Lorsqu'il apparaissait au spectacle annuel du Ménestrel, la foule était impressionnée par son interprétation de Till I Waltz Again With You. Elvis avait un talent évident et sa confiance en lui augmentait à chaque représentation. Bien qu'il ait entrepris diverses carrières, après avoir obtenu son diplôme en 1953, il n'a jamais perdu de vue son désir de poursuivre sa carrière musicale. Il a eu des débuts modestes à Tupelo, mais ses disques marquants chez Sun Records ont marqué le début de son ascension rapide vers la notoriété. Il créerait un style distinctif combinant gospel, country et blues, captivant le public et ouvrant la voie au mouvement musical émergent du rock and roll. Sa voix unique et sa présence scénique captivante ont fait de lui un héros pour des millions de personnes et un symbole de la résistance des adolescents. Il n'y aurait aucune comparaison avec son influence sur les charts musicaux. Au moins un 149.9 de ses chansons ont figuré dans le palmarès pop américain Billboard Hot 100, dont un 114 se classant dans le top 40, 40 dans le top 10 et 18 d'entre elles culminant au numéro 1. Il a vendu une quantité phénoménale de disques et ses chansons numéro 1 passeraient à elles seules 80 semaines au sommet des charts. On estime qu'il a vendu plus d'1 milliard d'albums dans le monde, ce qui fait de lui l'artiste solo le plus vendu de l'histoire de la musique enregistrée. Sa carrière cinématographique a connu un succès similaire et il compte 31 longs métrages à son actif, qui ont tous connu un succès financier. En plus d'être un phénomène musical, Elvis était une star légitime du cinéma. Même aujourd'hui, ces 3 émissions spéciales de télévision sur réseau, dont The 68.8 Comeback, restent acclamées comme étant parmi les émissions les mieux notées de leur époque. À l'âge de 36 ans, Elvis a reçu le Grammy Lifetime Achievement Award et a remporté 3 Grammy Awards. Il a été intronisé dans plusieurs temples de la renommée de la musique, notamment ceux de la pop, de la country, du rockabilly, du rythme et du blues, du contemporain adulte et du gospel. Étant donné qu'il n'apparaissait pas souvent en dehors des États-Unis, ses éloges sur la scène mondiale seraient stupéfiants. Cependant, ses films et enregistrements étaient appréciés dans le monde entier. Il était un phénomène culturel mondial dont le nom à lui seul inspirerait admiration et appréciation. Tout au long de sa carrière, il a fait tomber les barrières et établi des records qui restent d'actualité aujourd'hui. Il est devenu célèbre pour ses spectacles à Las Vegas et ses tournées de concerts qui battent fréquemment des records de fréquentation. Son approche, qui combinait une passion pure et une expressivité émotionnelle, a établi une référence pour les performances live que les artistes ultérieurs avaient eu du mal à égaler. La nouvelle du décès d'Elvis à l'âge de 42 ans allait choquer le monde le 16 août 1977 sept et se propager comme une traînée de poudre, laissant les fans du monde entier sous le choc et le chagrin. Au fil des années, beaucoup de curiosités et de conjectures ont entouré les circonstances de sa mort prématurée. Ginger Alden, alors fiancée d'Elvis, l'a découvert inconscient sur le sol des toilettes de sa résidence de Graceland à Memphis, Tennessee.
Elvis a été envoyé au Baptist Memorial Hospital dès qu'elle a demandé de l'aide. Malgré tous les efforts du personnel médical, il est déclaré mort vers 15h30. Le rapport d'autopsie montrerait un tableau beaucoup plus compliqué, même si la cause officielle du décès serait une crise cardiaque. Selon le médecin légiste du comté de Shelby, le docteur Jerry Francisco, Elvis souffrait d'une cardiomyopathie hypertrophique, une maladie qui a probablement contribué à son arrêt cardiaque brutal. Son cœur était considérablement élargi et environ 2 fois plus massif que d'habitude. Selon les résultats toxicologiques, il présentait des niveaux importants d'opiacés, de barbituriques et de sédatifs, entre autres médicaments sur ordonnance, dans son organisme. Pour les proches d'Elvis, sa dépendance de longue date aux médicaments sur ordonnance n'était pas un secret. Depuis de nombreuses années, il luttait contre une dépendance et comptait fréquemment sur son médecin personnel pour obtenir les stupéfiants dont il avait besoin. Il avait donné à Elvis une variété surprenante de médicaments sur ordonnance, tels que le Demerol et le Quaalude, sous le pseudonyme du docteur Nick. Dans les mois qui ont précédé son décès, la santé d'Elvis s'était rapidement détériorée. Ses performances étaient plus imprévisibles et il avait pris beaucoup de poids. Il semblait souvent dans un état de stupeur sur scène, incapable de suivre la musique et les répliques manquantes. Le colonel Tom Parker, son manager et le reste de son entourage s'inquiétaient de plus en plus de son bien-être mais semblaient impuissants à intervenir. Des cartes de parole pour Burning Love lui furent tendues lors de sa célèbre performance d'Aloha from Hawaii en 1973 qui fut mémorable. Occasion. Il les regardait à peine, selon certains partisans, mais leur présence lui servait de filet de sécurité dont il n'avait pas eu besoin auparavant. Ils soutiennent que, contrairement à la croyance populaire, il s'agissait d'une bizarrerie qu'Elvis avait gérée tout au long de sa carrière plutôt que du résultat d'une toxicomanie. Ils ont cité son incapacité à rappeler les paroles de ses propres chansons dans l'émission spéciale de retour de 1968. C'était pour lui un problème de longue date, en plus de cela. Mais lorsqu'il ne se souvenait plus des paroles, il se contentait souvent de rejoindre la foule et d'ajouter de la comédie, transformant une situation potentiellement délicate en un échange charmant. La partition lui était également nécessaire pour pouvoir suivre un certain nombre de chansons lors d'un concert à Las Vegas plus tard en 1970. Parce qu'ils ont démontré son authenticité et sa pertinence, ces événements sont également rappelés avec tendresse. Elvis n'avait pas pu dormir la nuit précédant sa mort et avait pris de nombreuses doses de ses médicaments sur ordonnance au cours de la nuit et tôt le matin. Sa fiancée, Ginger, le découvrait dans le coma, sur le sol dans les toilettes, où il lisait fréquemment pendant de longues périodes, après s'y être retiré vers 2h30 du matin. Les fans du monde entier sont entrés dans un état de chagrin, organisant des veillées aux chandelles et déposant des fleurs aux portes de Graceland, alors que la nouvelle du décès d'Elvis choquait l'industrie et au-delà. Des questions concernant les circonstances de sa mort ont commencé à faire surface dans les semaines et les mois qui ont suivi, alors que les médias se sont mis en marche, envoyant des écrivains et des photographes à Memphis pour couvrir l'histoire. L'idée que leur idole aurait pu mourir d'une chose aussi banale qu'une crise cardiaque avait été rejetée par de nombreux admirateurs et les spéculations sur un éventuel acte criminel ou une dissimulation ont commencé à se répandre. De nombreuses personnes, les plus proches d'Elvis, sont sorties dans les années qui ont suivi pour donner un aperçu de ses derniers jours. Amis et parents ont parlé d'un homme extrêmement perturbé, luttant contre la dépression et la dépendance et incapable de répondre aux exigences de sa célébrité. Les années qui ont suivi sa mort ont été riches en activités pour le médecin. Mais lorsqu'il a été placé sous le feu des projecteurs juridiques pour ses pratiques de prescription, sa carrière a pris un changement radical. Le docteur Nick a été accusé de 14 accusations de prescription excessive de médicaments en 1980, non seulement à Elvis mais également à d'autres patients et à des personnes bien connues comme Jerry Lee Lewis. Quelles que soient les accusations, il serait déclaré non coupable. Mais des examens plus approfondis étaient à venir. Sa licence médicale a été définitivement révoquée par le Tennessee Medical Board, une décision qui a stupéfié le monde médical tout entier. Compte tenu des preuves selon lesquelles il prescrivait de manière excessive à ses patients au fil des années, ce choix soulèverait de sérieuses questions quant à son jugement éthique et médical. Un épisode étrange et terrifiant qui allait également caractériser la vie du Dr Nick s'est produit en 1979-9 lorsqu'il a reçu une balle dans la poitrine alors qu'il regardait un match de football. Il était étonnamment indemne, mais l'affaire restait mystérieuse car aucun suspect n'a jamais été arrêté. Il est possible qu'un fan en colère d'Elvis soit responsable de la fusillade. Comme le roi du rock'n'roll, Elvis a été enterré lors d'une cérémonie somptueuse et sincère. Il a été enterré à Memphis, dans la célèbre maison du Tennessee, Graceland, dans le Meditation Garden. Elvis allait fréquemment au jardin qui était un endroit calme et charmant pour réfléchir et trouver la paix.
Les funérailles ont eu lieu le 18 août 1977 sept, 2 jours après son décès prématuré. Quelques personnes de l'entreprise, ainsi que des membres de la famille et des amis proches, ont assisté à cet événement intime. Même si le service était privé, des milliers de fans fidèles se sont rassemblés devant les portes pour honorer leur musicien préféré et lui dire au revoir. La fleur préférée d'Elvis Presley, les roses rouges, figurerait parmi les compositions florales qui embelliraient le jardin de méditation. La pièce maîtresse serait une fontaine spectaculaire qui servirait de toile de fond à l'événement solennel. L'événement lui-même comportait un éloge funèbre poignant et une performance musicale, et le cercueil d'Elvis était doublé de velours et construit en cuivre massif. Le mariage a été organisé par le révérend C.W. Bradley, qui avait épousé Priscilla et Elvis quelques années auparavant. Les membres de la famille et les amis proches montreraient leur affection pour la célébrité déchue et partageraient leurs souvenirs. Des chanteurs de gospel tels que J.D., malgré la tristesse, les interprétations par Sumner et le Stamps Quartet de certaines de ses chansons préférées ont rempli l'air de joie et d'optimisme. Son ultime lieu de repos serait marqué par l'abaissement du cercueil d'Elvis dans la terre à la fin du rituel. Les visiteurs de Graceland honorent aujourd'hui Elvis au Meditation Garden, où il repose avec sa grand-mère, Minnie May, et ses parents, Vernon et Gladys. Il y a un tourbillon d'enthousiasme et de conjectures parmi les fans et les théoriciens, à la suite des rumeurs selon lesquelles la tombe du célèbre Elvis Presley pourrait être ouverte. Aussi énigmatique que le monarque lui-même semble être la source de la rumeur. Ce récit, comme l'homme en son cœur, a pris sa propre vie. Selon une histoire qui a commencé sur des forums internet, la famille d'Elvis Presley était sur le point de révéler l'emplacement de son ultime lieu de repos. Un sentiment d'enthousiasme s'est répandu parmi les fans d'Elvis à l'idée d'avoir un meilleur aperçu de la vie personnelle d'une personne aussi connue. On ne sait pas exactement qui a initialement évoqué le concept de l'ouverture de la tombe, mais une fois rendu public, le concept a rapidement gagné en popularité dans les forums et les groupes en ligne pour les fans d'Elvis, presque comme une mentalité de foule. Mais qu'est-ce qui peut bien être à l'origine de telles rumeurs ? Selon certains, Elvis aurait véritablement organisé sa propre disparition. Les partisans de cette théorie citent un certain nombre d'exemples. Parmi les plus frappantes figurent les contradictions entourant sa pierre tombale. Fait intéressant, la plaque tombale orthographie mal son deuxième prénom, Aaron comme A-R-O-N. L'argument avancé par les partisans est qu'il pourrait s'agir d'une allusion subliminale laissée par Elvis lui-même selon laquelle son enterrement n'était pas authentique. Dans le film Home Alone de 1990, Elvis a été aperçu en arrière-plan d'une scène d'aéroport, ce qui est une autre prétendue preuve. La mère, Catherine O'Hara, négocie à la hâte un voyage de retour dans le scénario qui se déroule dans un aéroport très fréquenté. L'individu derrière elle est l'homme barbu vêtu d'un manteau de sport à col roulé qui a fait l'objet de rumeurs. Positionné légèrement au-dessus de l'épaule gauche d'O'Hara, sa présence est discrète mais captivante. L'apparence de l'homme ressemble beaucoup à celle d'un Elvis plus âgé, selon plusieurs personnes. Il y a une familiarité dans ses yeux, la forme de son visage et même sa posture qui correspondent au célèbre visage du roi du rock'n'roll. La barbe revêt une importance particulière. Il est bien soigné, épais, et couvre une grande partie du bas de son visage, ce qui, selon certains, constituerait un excellent déguisement. Bien que cela contribue certainement au mystique, ce n'est pas l'apparence raffinée que nous associons généralement à Elvis. Est-ce une décision consciente de se fondre dans la masse ou simplement une déclaration de mode d'un figurant d'arrière-plan ? Il y a aussi le langage corporel. Il y a une certaine impatience chez l'homme, une insatisfaction silencieuse mais visible face aux événements qui se déroulent devant lui. C'est un élément mineur mais important qui donne une dimension au scénario et renforce l'idée, et son comportement est similaire à ce que l'on pourrait attendre d'une ancienne star, qui n'est plus qu'un spectateur de fond. Ses vêtements sont également remarquables, le col roulé et le manteau de sport sont des pièces classiques et intemporelles que l'on pourrait facilement voir Elvis porter. Il discute d'une époque et d'un style qui complètent les gouttes du roi, et ces petits détails ajoutent de l'intrigue à l'hypothèse. Les rumeurs d'une fausse mort ont également été alimentées par l'analyse de l'écriture manuscrite. Plusieurs spécialistes de l'écriture manuscrite ont examiné les signatures d'Elvis et ont conclu qu'elles semblaient étrangement différentes de ses signatures antérieures dans les années qui ont suivi sa mort présumée. Selon eux, cela pourrait être la preuve que quelqu'un d'autre signait en son nom afin de donner l'impression qu'il était mort. Parmi les croyants, les événements entourant ces funérailles suscitent également certaines inquiétudes. Les funérailles étaient de minuscules et privées, même si le défunt était une personnalité publique très appréciée. Certains diront peut-être que s'il n'était pas vide, le cercueil en cuivre de 900 livres dans lequel son corps a été déposé serait trop lourd.
Les critiques soulignent que l'enterrement a eu lieu peu de temps après que sa mort ait été rendue publique, ce qui les amène à se demander si le processus précipité n'avait pas été planifié pour échapper à l'attention. Au fil des années, plusieurs personnes se sont manifestées pour dire avoir vu Elvis vivant et en bonne santé bien avant son décès. Parce que des gens du monde entier ont déclaré avoir vu l'emblème en personne, les observations sont devenues une véritable fascination culturelle. Le lendemain de sa mort, la première observation était aussi opportune qu'énigmatique. Il a été allégué qu'un homme qui ressemblait à Elvis avait acheté un billet aller simple pour Buenos Aires en utilisant le pseudonyme qu'Elvis utilisait, John Burroughs. Chaque nouvelle observation et théorie qui suivait l'observation était plus fascinante que la précédente. À la fin de 1977 sept, un fan qui se trouvait à Graceland a pris une photo qui semblait montrer Elvis en train de se détendre dans son pool house. Il y a toujours un désaccord sur l'identité de la personne sur la photo, certaines personnes affirmant qu'il s'agissait d'Elvis Presley. Les observations ont considérablement augmenté à Kalamazoo, dans le Michigan, dans les années 1980. Les théoriciens d'Elvis avaient envahi la ville. Plusieurs personnes affirmant avoir vu le roi vivant et en bonne santé, vacant à ses occupations, comme s'il n'avait jamais quitté la scène. Puis vint l'énigmatique appel téléphonique de 1988 qui disait que le roi était non seulement vivant, mais également prêt à revenir, et sa voix était étonnamment similaire à celle d'Elvis. Qu'il s'agisse d'un faux ou non, cela a alimenté les théories du complot toujours en vogue sur la mort d'Elvis Presley. Ensuite, les observations ont persisté, même jusqu'à la diffusion de la musique. Une chanson intitulée Spelling on the Stone a été publiée en 1988 par un interprète non identifié, ce qui a incité de nombreuses personnes à supposer qu'il s'agissait d'Elvis Presley chantant depuis une cachette très réelle. Son apparition à l'inauguration du Legoland en Californie, au tournant des années 2000, allait faire sensation parmi les fans d'Elvis, même si l'on découvrirait par la suite que des imitateurs avaient été embauchés pour l'occasion. L'hebdomadaire d'information internationale a même continué à couvrir ses prétendus voyages au-delà de 1977 sept, entretenant ainsi la légende de l'observation. Il représentait un Elvis qui voyageait à travers le monde et avait mis en scène sa mort pour éviter l'attention et mener une vie anonyme. Les partisans de l'idée selon laquelle Elvis a laissé derrière lui des indices énigmatiques concernant sa musique et ses illustrations font référence à des chansons comme Way Down et I'll Never Know, dont les paroles peuvent être lues comme des indications sur ses intentions de disparition. La couverture de l'album de Promised Land montre Elvis dans un costume blanc, que certains voient comme une métaphore de son élévation à un royaume de vie supérieur. Certains attirent l'attention sur le fait que le corps d'Elvis Presley a été découvert dans une posture inhabituelle, avec son pantalon de pyjama enroulé autour de ses chevilles. D'autres affirment que les données toxicologiques ont été dissimulées ou que le rapport d'autopsie a été falsifié. Elvis Presley, le roi du rock'n'roll, a mené une vie aussi brillante que sa tenue de scène préférée. Imaginez l'excitation d'entrer sous les projecteurs, le summum de la rébellion contre un monde qui le surveillait tout le temps. Une évasion spectaculaire et un moyen de commencer une nouvelle vie sans entrave, loin des exigences de la célébrité et du contrôle incessant du public, peuvent être trouvés en faisant semblant d'être mort. La tentation de l'isolement total est ce qui le pousse à envisager de faire semblant d'être mort. Cela peut être une chance pour quelqu'un comme Elvis Presley qui a vécu sous le feu des projecteurs d'avoir une vie régulière, juste profiter des petites joies de flâner dans la rue sans se faire remarquer. Fini les gros titres sensationnels ou les paparazzis. Une autre justification séduisante serait l'indépendance financière. Elvis aurait pu être fatigué des exigences imposées à ses finances, les managers, les agents et le désir sans fin de maintenir un style de vie somptueux. Il aurait peut-être pu échapper tranquillement aux exigences et aux contraintes financières de la célébrité en faisant semblant d'être mort. Il y a aussi la possibilité d'un retour spectaculaire. Lorsque le roi lui-même ressuscite du tombeau, quoi de plus dramatique pour l'industrie musicale qu'une bonne histoire de résurrection? Ce serait un événement capital qui bouleverserait l'industrie du divertissement jusqu'à ses fondements et l'apogée des évolutions de carrière. L'héritage a beaucoup de poids, en particulier pour une icône comme Elvis. Peut-être voulait-il protéger son héritage des conséquences inévitables du vieillissement et de l'évolution de l'industrie musicale. Il pouvait garantir que la légende perdurerait dans le cœur de ses adeptes, intacte et éternellement jeune, en décédant. Cela peut également être envisagé du point de vue du besoin humain typique de contrôle. L'acte ultime pour reprendre le contrôle dans une vie où Elvis avait peu de contrôle sur sa vie privée, son image et même ses choix personnels pourrait être de faire semblant d'être mort. Et ce serait son dernier salut selon ses propres conditions. Un secret gardé secret
et le seul choix qui lui appartenait entièrement. Le culte d'Elvis Presley, qu'il a développé après sa mort, est sans doute son plus grand héritage. Leur amour pour le rock and roll transcende leur admiration pour sa musique, et nombre de ses admirateurs poussent leur statut de célébrité à l'extrême. Beaucoup de gens le considèrent comme un mode de vie à part entière. Leurs activités sont aussi dynamiques que les tenues de scène d'Elvis Presley, allant des concours d'hommage au pèlerinage à Graceland. Le mouvement des artistes hommage à Elvis fait partie des coutumes les plus charmantes et les plus étranges. Les fans du monde entier s'habilleront avec des combinaisons ornées et organiseront soigneusement leurs cheveux pour tenter d'imiter leur idole. Ils participent à des concours qui évaluent la capacité d'un candidat à imiter le charme et la présence scénique d'Elvis Presley, en plus de la ressemblance vocale. Certains étudient même ses modèles de discours et ses manières, démontrant l'incroyable attention portée aux détails. Ensuite, il y a la Elvis Week, un événement annuel organisé à Graceland, sa maison et son musée. Sa vie est célébrée à Memphis par des fans du monde entier qui échangent des objets rares, participent à des veillées aux chandelles et créent des fan art complexes. Il y aura de la musique, des histoires et de l'amitié pendant la semaine de célébration de tout ce qui concerne Elvis. Il y aura ses admirateurs qui iront jusqu'à appeler leur dévotion l'église d'Elvis. Ils le considèrent comme une figure messianique et lui accordent une importance quasi religieuse. Ces événements combinent fréquemment des chants avec des rituels religieux conventionnels, le considérant comme une représentation de l'amour et de l'harmonie. Les mariages des imitateurs d'Elvis à Las Vegas constituent un élément étrange de l'influence culturelle. Un sosie d'Elvis peut se produire lors d'un mariage pour des couples, et lorsqu'ils échangent leurs vœux, ils ne peuvent s'empêcher de tomber amoureux. Aspect emblématique de l'expérience de mariage à Vegas, c'est une fusion sauvage de romantisme et de kitsch. Des communautés virtuelles ont été créées par des fans dans la sphère Internet, où les gens débattent de son influence sur leur vie, échangent du matériel de performance rare et se font même passer pour Elvis dans différentes situations. Un autre passe-temps typique est la collection de souvenirs. Certains fans exposeront leur collection dans des pièces entières, voire dans toute leur maison. Ces trésors sont recherchés sans relâche, allant des disques de vinyle aux affiches de concerts en passant par les effets personnels ayant pu appartenir au roi. Cependant, plus l'objet est rare, plus il est recherché, ce qui alimente un commerce florissant parmi les collectionneurs. Les tatouages des fans d'Elvis sont un hommage durable au roi du rock'n'roll. Ce sont des insignes de fierté qui identifient le porteur comme un véritable adepte et les fans ancreront sa photo, les paroles de ses chansons ou même sa signature sur leur corps. Certains admirateurs couvrent des parties importantes de leur corps en hommage et les motifs peuvent être délicats ou complexes. Une autre vision particulière du fandom est la popularité des chiens qui ressemblent à Elvis. Avec de petites perruques et des lunettes de soleil, certains fidèles habilleront leurs animaux de compagnie, en particulier les chiens de chasse, avec des costumes miniatures d'Elvis. Fréquemment présents lors d'événements et de défilés de fans, ces animaux font le bonheur de tout le monde.